Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre les événements des derniers jours. Au départ, je voulais parler d'un trolling amusant de Trump, mais ensuite les événements ont continué à s'ajouter, si bien qu'on a eu tout un programme. Tout le monde sait que la gauche, à chaque réduction d'impôts, crie que cela a été fait pour les riches. Dans la plupart des cas, cela est sans fondement. Mais la populace reste la populace car on n'a rien à leur prouver. Et quand le FAS leur parle, ils courent dans la direction où leur maître les a envoyés. Donald Trump savait que les principales objections des démocrates à la réduction des impôts pour la classe moyenne seraient justement que les milliardaires en profiteraient plus que les ouvriers, les paysans, les cuisinières et les femmes au foyer. Là, vous allez être content, lui. Donald Trump a décidé de proposer d'augmenter l'impôt sur les ultra-riches. C'est-à-dire ceux-là même dont parlent tout le temps les Sanders, les Ocasio-Cortez et d'autres du même genre. Aujourd'hui, ceux qui reçoivent d'un par an une somme d'environ 600 000 $ par personne et 700 000 $ par famille. L'impôt est de 37% à partir de ce seuil, il n'y a pas de taux plus élevé. Donald Trump veut instaurer un impôt pour les très riches, ceux qui reçoivent 2,5 millions de dollars par an ou plus. Pour eux, ce ne sera pas 37, mais 39,6%. Selon les calculs du ministère des Finances, cet ajout de 2,6% rapportera au budget plus de 63 milliards de dollars en 10 ans. Eh bien, on compte toujours sur 10 ans. La question est de savoir si ce changement ne poussera pas beaucoup de ceux qui entrent dans cette catégorie à quitter les États-Unis d'Amérique et à cesser de payer l'impôt sur le revenu. En général, oui, dans notre caisse, du moins en général. Mais Donald Trump pense qu'avec la refonte du système financier des États-Unis, en tenant compte des nouvelles opportunités pour le développement des affaires en Amérique, de nombreux riches viendront ici et non partiront. Pendant la visite de Xi Jinping à Moscou, la situation en Chine s'est aggravée. Il n'est généralement pas recommandé aux dictateurs de quitter leur pays, surtout en période de trouble. Simplement, Xi a eu peur que Poutine puisse aller dans les bras de Trump. Et il s'est précipité, et pas pour peu de temps. 4 jours, messieurs, c'est assez long. Et qu'en est-il en Chine ? L'économie de la Chine s'effondre. Bien, l'économie chinoise s'effondre. Nous allons inviter Pierre Schweitzer, expert de la Chine et président de l'Institut de la responsabilité gouvernementale. C'est très important. Pierre, comme toujours, merci. Écoutez, vous savez, je suis partisan d'une ligne dure envers la Chine. Je veux juste dire, vous pouvez voir, ils ne font rien correctement. Ce sont nos ennemis. En ce moment, leur économie est déjà en mauvais état. Elle a subi un énorme effondrement du marché immobilier, un crash du crédit bancaire. Maintenant, les usines ferment. Dans de nombreuses villes, il y a des manifestations. On rapporte que les salaires ne sont pas payés. Vous comprenez? Une partie de cela est liée au fait que Donald Trump a serré la vis en imposant un tarif de 145%, mais beaucoup de ces problèmes ont commencé avant même que Donald Trump ne commence à augmenter les tarifs. Ça arrive. Je ne vais pas dire que c'est la place Tiananmen, mais quand on voit des manifestations dans certaines de ces villes, on ne peut s'empêcher de penser à Tiananmen. Ma question pour vous, je sais que Xi Jinping est un dictateur impérial, je le comprends, mais à quel point est-il en danger? Peut-il être renversé si cela continue? La même question, est-ce que Xi Jinping pourrait être menacé par ses plus proches collaborateurs? Comme toujours, c'est ainsi que cela se passe. Et toi aussi, Brutus? Eh bien, voici. La Chine est un pays très fragile, voilà ce qu'il faut retenir. Voici ce qu'il faut savoir sur la Chine. Son système politique est très fragile. En Chine, il y a environ 100 millions de membres du Parti communiste, alors que la population totale varie d'1 à 1,5 milliard de personnes. Et toute la légitimité du régime, au cours des 40 dernières années après la sortie de la période maoïste, s'est construite sur la chose suivante. Regardez, nous allons développer l'économie, la rendre prospère, et vous nous laisserez gouverner et diriger. Dernièrement, cela a cessé de fonctionner.
Et la raison pour laquelle cela ne fonctionne plus, Larry, tu le sais mieux que moi, c'est qu'ils n'ont pas de système marxiste-léniniste, ils n'ont pas de système de marché, ils ont un système de marché léniniste. Ils ont essayé d'utiliser certains éléments du marché, mais c'est le régime qui les contrôle, n'est-ce pas? Lorsqu'une défaillance comme les tarifs survient, cela crée d'énormes problèmes. Ce régime ne peut pas se réorganiser instantanément. Ils ont donc ici de graves problèmes. Laissez-moi expliquer. À la première étape de la construction de l'économie, il est peut-être bon de le faire de manière centralisée. Je ne sais pas, peut-être que Hitler faisait cela. Je vous prie de m'excuser. Mais une fois que les usines sont construites, elles doivent apprendre à se battre seules, à apprendre à survivre, à apprendre à évoluer avec le marché. Lorsque le parti paie une entreprise pour qu'elle fasse du dumping sur les produits, j'ai déjà expliqué 2 fois ce que signifie faire du dumping sur les produits. J'espère que vous savez. Donc, dans le monde, pour évincer les concurrents, lorsque le parti donne la possibilité aux entreprises de payer les ouvriers des miettes, dans le capitalisme, les bons ouvriers auraient déjà été débauchés depuis longtemps. C'est-à-dire que les revenus des fabricants ne sont pas issus du marché mais imposés d'en haut. Alors, la classe moyenne ne se forme pas. Et donc, à l'intérieur du pays, personne ne peut acheter les produits de ses propres entreprises. Le pays se transforme en un tel camp de travail, je ne veux pas dire un camp de concentration. Eh bien, parfois à la fin, parfois simplement en un camp de travail, où les détenus donc sont forcés de travailler pour une simple soupe. Et tous les revenus proviennent de la vente à l'étranger, aux fabricants, aux partis, à l'État. Mais donc, ceux qui fabriquent tout cela ne participent en rien au partage des bénéfices. Et donc, lorsque quelqu'un, comme Trump par exemple, arrête ses ventes, l'industrie, habituée à vivre de subventions et de ventes sur le marché extérieur, se retrouve en état de ruine. Pourquoi pensez-vous cela, Je veux dire que s'il fait tout de travers en ce moment, je ne veux pas faire de suppositions sur la rencontre en Suisse pour l'instant. Un accord ne sera pas conclu en une seule nuit. Il faudra beaucoup de temps pour conclure un accord avec la Chine. Trump maintiendra les tarifs élevés. À quel point ils seront élevés, je ne veux pas spéculer. Cela dépend de lui. Mais mon idée est que je ne suis pas sûr que l'économie chinoise va s'améliorer. Je ne vois pas. Il y avait un article dans... Vous l'avez probablement vu, l'économie chinoise, s'est tellement détériorée qu'ils ont cessé de publier des données sur un certain nombre d'indicateurs clés, y compris par exemple le taux de chômage. Ils ne publient même pas ces données. Alors quelqu'un a dit « Ah oui, c'est vrai, pour l'amour de tout ce qui est sacré, ils ont arrêté de produire de la sauce soja. » Alors je demande simplement, à quel point est-ce sérieux et est-ce que ce n'est pas plus profond que ce que vous dites? Est-ce que cela ressemble à une économie de marché léniniste? C'est simplement une économie contrôlée et dirigée par l'État et comme la plupart de ces économies, elle se dirige vers un échec total. C'est ce qu'on appelle une économie dirigée. Des milliers de personnes réfléchissant et expérimentant auraient trouvé des solutions, mais quelque chose d'énorme, de lourd, incapable de penser par lui-même, s'essouffle. Je pense que c'est vraiment un coup de génie de la part de ce président. Il existe des tarifs liés à leur comportement économique, il existe aussi des tarifs sur des questions spécifiques, par exemple... Sur le fentanyl. D'ailleurs, qu'est-ce que la Chine peut vraiment corriger? Je pense que le fait même qu'ils disent qu'il y a tout un ensemble de questions à résoudre rend la gestion de cela encore plus difficile pour eux. Donc, à mon avis, la Chine commence à manquer d'options. Des mesures de relance ont été tentées il y a 6 à 8 mois, avant même l'entrée en fonction de Donald Trump, sans succès. Ils tentent une nouvelle relance. Le problème n'est pas dans les mesures de relance, mais dans la nature même de l'économie. Et le fait est que l'ancien modèle de ces exportations de masse à bas prix ne fonctionne plus dans le monde entier comme avant, en partie à cause des nouveaux tarifs douaniers. Une autre chose qui pourrait menacer la présidence de Xi Jinping, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, sa présidence impériale, c'est que les voisins commencent à se tourner vers nous et à se détourner de lui. Le Parti communiste peut changer de dirigeant et si le nouveau parvient à établir une amitié avec Trump.
Et les voisins de la Chine, à leur grande horreur, ont commencé à se détourner d'eux et à déclarer leur amour pour les États-Unis d'Amérique. Le Vietnam, la Malaisie, l'Inde, la Corée du Sud, le Cambodge, Singapour, le Japon, tous veulent commercer avec les États-Unis, pas avec la Chine. Il n'y a pas de marché en Chine. En plus, la Chine fait peur. Il s'avère que Donald Trump a entouré la Chine d'un cercle de pays qui veulent que nous soyons à leur côté et que nous les protégions de leurs voisins. Cela rappelle le mouvement des pays socialistes. Vers l'Europe et l'OTAN, exactement. Le fait est que l'armée chinoise, la flotte et les forces spatiales se sont développées et les voisins ont commencé à avoir peur. Les États-Unis n'ont sûrement pas l'intention d'envahir des pays, comme le montre leur histoire depuis de nombreuses années. Ils peuvent venir là-bas pour casser la figure, bombarder et faire d'autres choses de ce genre. Mais des bêtises comme avec l'Afghanistan, les États-Unis n'en ont pas fait depuis longtemps et ne comptent apparemment pas en refaire. Mais nous aurions pu depuis longtemps conquérir plein de pays, il y avait un monde unipolaire, il était facile de soumettre, de conquérir, d'en faire des colonies, des dominions, comme ils les appellent là-bas. Mais nous ne l'avons pas fait. La façon dont le président Trump essaie de mener des négociations sur ces accords commerciaux, en fait, laisse la Chine pour la fin. Nous menons des négociations avec le Vietnam, l'Inde. Nous négocions avec la Corée du Sud et le Japon. Nous conclurons ces accords. Nous laisserons la Chine pour la fin. Aussi, rappelons-nous, Larry, que l'année dernière, le président Xi a mené une purge parmi de nombreux hauts responsables militaires en Chine pour des accusations de corruption. C'est beaucoup plus lié au fait qu'il n'est pas sûr qu'ils le soutiennent politiquement. Je suis d'accord, il a de graves problèmes. Son retour à la ligne dure, presque une répétition de l'époque maoïste, ne fonctionne pas. Et il a de gros ennuis devant lui. S'il a de gros problèmes, lui et la Chine en ont devant eux. Et maintenant, passons en Europe et parlons du suicide des pays du continent. Je pensais que cela ne pouvait arriver que dans les films et les romans à l'eau de rose. L'Allemagne, par exemple, ferme systématiquement ses centrales nucléaires et pendant un certain temps, ses centrales électriques fonctionnant au gaz naturel. Elle, curieusement, compte de plus en plus sur le pétrole et le charbon. Mais le résultat de toute cette transition délibérée vers l'énergie éolienne et solaire, au détriment des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire, est que l'utilisation de l'électricité en Allemagne coûte environ 4 fois plus cher qu'en moyenne aux États-Unis. Ce n'est pas le seul problème. L'Allemagne se désindustrialise. Et par là, je veux dire qu'elle perd environ 200 000 emplois dans son industrie automobile à cause des prix élevés de l'énergie et de la réglementation. Ces exigences écologiques, en particulier les mandats sur les voitures électriques, ont radicalement changé l'industrie automobile dans le sens où désormais les voitures ne se vendent plus à l'étranger comme auparavant. De plus, l'Allemagne est désarmée. Elle ne dispose que d'environ 125 avions de combat et ils ont très peu de véhicules blindés. Leur armée active en ce moment, ne compte qu'environ 180 000 soldats. Le pays compte 84 millions d'habitants. Le taux de natalité approche 1,4. Je sais que nous avons aussi des problèmes aux États-Unis. Là-bas, c'est 1,6, mais ici, c'est 1,4. Et ils n'ont pas de frontières. En Allemagne, il y a eu tout simplement entre 1 et 2 millions de migrants illégaux, surtout pendant les dernières années du mandat de chancelière de Merkel. Si l'on parle du pourcentage de la population née à l'étranger, il y en a plus en Allemagne qu'aux États-Unis, qui n'ont même pas de frontières au sud. Du moins avant l'arrivée de Donald Trump. 20% de la population allemande est composée de personnes nées à l'étranger. Pourquoi est-ce que je mentionne tout cela? Parce que l'Allemagne est traditionnellement le moteur de l'économie européenne ainsi que de la culture. Et voilà qu'elle commence à s'écrouler de l'intérieur. La plus forte économie d'Europe, les gens les plus disciplinés choisissent des dirigeants qui détruisent le pays. C'est évident pour tous ceux qui regardent pourquoi
L'euro, principal indicateur de la santé financière de l'Europe, vaut actuellement à la fin décembre environ 1 dollar pour 1 euro et parfois même moins pour 1 euro. C'est très étrange parce que quand je dirigeais une agence de voyage et que j'allais en Europe, je me souviens qu'en 2008, l'euro valait 1,60 $, presque 1,70 $ pour 1 euro. Je m'en souviens aussi, et l'euro valait 1,5 $, voire plus d'1,50 $. Et maintenant, pourquoi? À la veille de la rencontre à Genève de la délégation chinoise sur la signature de l'accord commercial, Donald Trump a annoncé qu'en signe de bonne volonté, il allait réduire les tarifs sur les produits chinois. Il a suggéré au ministre des Finances, en charge des négociations, de clarifier lui-même la proposition de Donald Trump sur la modification des tarifs. Donald Trump a lui-même déclaré qu'il aurait, avec 145%, eh bien, c'est un embargo, comme vous le comprenez. Oui, baisser les droits de douane, il aurait baissé les droits de douane. Non, pas jusqu'à 10, ni 20, ni même 30%. Il a dit jusqu'à 80%. Ça semble être le bon chiffre, a-t-il dit. Mais 80, 70, même 50% ne permettront pas à la Chine de concurrencer l'Inde, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie et d'autres pays asiatiques. En effet, Yann, on peut considérer cela comme une concession significative. Ce soir, le président Trump a déclaré que le tarif sur la Chine devait être réduit à 80%. Le ministre des Finances, Scott Besson, a déclaré dans une interview qu'il ne s'attendait pas à la conclusion d'un accord majeur ce week-end, mais qu'il espérait une désescalade de la guerre commerciale. Dans une série de publications sur Truth Social que vous voyez ici, Trump a exposé ses exigences et concessions pour la rencontre entre les représentants des États-Unis et de la Chine, qui aura lieu ce week-end à Genève. Trump a déclaré que désormais la Chine devait importer davantage de produits américains. Et en réponse, selon lui, les États-Unis devraient réduire leurs tarifs de 145% sur la plupart des produits chinois à 80%. Eh bien sûr, la Chine doit aussi faire un geste de bonne volonté en passant des commandes et en signant des contrats, en important davantage de produits américains. Lors de son premier mandat, Donald Trump a signé un accord avec la Chine concernant des achats de 200 milliards et l'arrêt du fentanyl. Mais dès que Joe Biden est arrivé, la Chine a immédiatement cessé de remplir ses obligations contractuelles. La Chine veut faire quelque chose, et elle doit le faire maintenant. Nous voulons qu'ils aient des affaires, nous voulons que tout se passe bien pour eux, nous voulons que tout se passe très bien pour eux. En avril, les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté suite aux tarifs imposés par Trump. Une chute impressionnante le mois dernier s'est produite ici. C'est plus de 8 milliards de dollars de moins par rapport à avril de l'année dernière. Un autre événement, le 9 mai en plein défilé à Moscou, Trump a appelé l'Ukraine. Il n'y a pas si longtemps, Donald Trump a appelé Vladimir Zelensky. Je vais maintenant vous parler des résultats de cet appel et en plus, je vais vous donner non pas la réaction politique de l'Ukraine, mais la véritable réaction de l'Ukraine. Le journaliste Greg Terry, qui soutient activement l'Ukraine, a fait le rapport suivant. Appel de Trump à Zelensky. C'est de Donald Trump. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine se poursuivent. Les États-Unis appellent, de préférence, à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Que l'Ukraine a déjà accepté. Nous allons espérer qu'un cessez-le-feu acceptable sera respecté et que les deux pays seront responsables du respect de l'inviolabilité de ces négociations directes. C'est-à-dire que Trump a appelé pour savoir si la Russie respecte le cessez-le-feu qu'elle a elle-même proposé, dont il est question depuis 2 ou 3 jours, et dont Poutine a déjà parlé à plusieurs reprises. La réponse est non, elle ne le respecte pas. Les Russes poursuivent leur tir sur l'Ukraine comme auparavant. Il devient de plus en plus clair que les politiciens envoient leurs propres enfants à l'étranger, ces têtes parlantes. Et tous ceux qui vivent à l'étranger soutiennent l'Ukraine. Et, assis devant leur téléviseur et sur leur canapé, ils exigent la poursuite de la guerre, quoi qu'il en coûte. Non. Ils ne veulent pas l'arrêt de ce carnage, ils ne veulent que la victoire, même si personne ne sait comment l'Ukraine va gagner.
et soyez prévenus des véritables démarches vers la capitulation. Oh, il n'y a que 2 scénarios possibles. Premièrement, la société ukrainienne croira de nouveau à la possibilité d'une trêve à long terme. Avec la Russie, qui n'aura jamais lieu. Va-t-il l'avaler? La capitulation. Qu'ils appelleront un cessez-le-feu, et dans quelques années, l'Ukraine disparaîtra de la carte politique. Voilà de quoi il s'agit, les gars. Et la deuxième option, les Ukrainiens s'opposent à la capitulation, ce qui nous amène tous à nous unir pour notre nation, et la guerre continue avec plus d'efficacité. Et jusqu'à la victoire de l'Ukraine en laquelle nous croyons tous. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons actuellement dans une telle situation. Voilà. Les dernières nouvelles, tout est absolument calme. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. La guerre continue, elle fait rage, et pourtant tout est calme. Demain, nous verrons ce qui se passera. Je lis les commentaires, je regarde les interventions des Ukrainiens et je comprends qu'ils n'accepteront aucun règlement, aucune trêve, aucun arrêt. Ils ne sont animés que par un seul désir, se venger. Mais cela est évidemment compréhensible. Et le problème, c'est simplement que la vengeance est devenue plus importante dans leur vie que le risque de perdre encore un demi-million ou 1 million de jeunes gens. Des centaines d'autres bâtiments et constructions. Ils ne peuvent penser à rien d'autre qu'à la vengeance, seulement à la façon de tuer l'ennemi. Bien sûr, il est troublant que 10 millions d'Ukrainiens soient partis. Les tentatives des jeunes de quitter le pays ne cessent pas. Me revient en tête ce slogan exagéré et stupide d'autrefois, se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Les Ukrainiens, la situation en Ukraine n'est pas la même que, disons, en Israël, où la défaite signifie la mort de tous ceux qui sont tombés entre les mains de la masse environnante de bandits. Cela nous a déjà été démontré d'ailleurs par le Hamas ainsi que par tous les autres. L'Ukraine n'est pas prête à l'enlisement du conflit. Et, malgré l'affirmation de Zaloujny selon laquelle l'Ukraine ne peut pas chasser la Russie de Donetsk, de Lougansk et d'autres régions similaires, ils veulent jeter de plus en plus de jeunes dans ce chaudron. Mais surtout, ne pas s'arrêter. Et ils détestent tout le monde. Ils détestent tous ceux qui proposent d'arrêter. Ils ne veulent pas s'arrêter avant le dernier Ukrainien. L'une des tâches de la Chine est de créer des conditions défavorables au commerce pour les fournisseurs des pays qui souhaitent remplacer la Chine sur les marchés mondiaux. L'un des concurrents les plus puissants de la Chine est l'Inde, où, disons, elle déménage et qui, en raison de sa proximité avec la Russie, possède 2 ou 3 armes russes, mais a commencé à se tourner vers les États-Unis. C'est pourquoi la Chine a fait de gros efforts pour attiser les actions militaires entre l'Inde et le Pakistan. La tâche des États-Unis est exactement l'opposé, arrêter les guerres et donner la possibilité au commerce de se développer. Cette nuit, Rubio et Wentz ont passé la nuit sans quitter leur téléphone. Ils ont mené des négociations avec les 2 parties en conflit et, en réalité, ils ont remporté ce round. Au moins, l'Inde et le Pakistan ont accepté de cesser les actions militaires réciproques. Je félicite les dirigeants des 2 pays qui, grâce au bon sens et à l'analyse, ont su vaincre l'émotion, a déclaré Trump. Désolé pour l'imprécision de la traduction. Les États-Unis, la Turquie et l'Arabie Saoudite ont aussi pris part aux négociations, probablement pour faire pression sur le Pakistan, à mon avis. Dimanche, des négociations entre les États-Unis et l'Iran ont également commencé. Witkoff, que les Ukrainiens qualifient d'idiots et de marionnettes du Kremlin, a déclaré que le sort des négociations dépendait de cette rencontre. Si ce 4e cycle n'est pas productif, nous arrêterons les négociations et prendrons une autre voie. Witkoff n'a pas expliqué sa menace, mais tout le monde a probablement compris. Witkoff a déclaré que le monde ne peut pas permettre à un Iran agressif de posséder des armes nucléaires. L'Iran ne peut pas enrichir de l'uranium et préparer une bombe qu'il menace constamment d'utiliser contre leurs propres voisins.
Les Iraniens, quant à eux, ont déclaré qu'ils ne fabriquaient pas de bombes, mais qu'ils ont le droit d'utiliser les technologies nucléaires à des fins pacifiques pour la production d'énergie. Mais, en même temps, l'Iran n'autorise ni les États-Unis ni l'Organisation des Nations Unies à inspecter leurs sites d'enrichissement d'uranium. L'Iran dispose de beaucoup de pétrole et de gaz bon marché. Pourquoi aurait-il besoin d'une autre source d'énergie? C'est ce que pensent les États-Unis. Nous voulons ramener l'Iran dans la communauté des nations civilisées, a déclaré Vance. Et nous espérons que l'Iran choisira de suivre cette voie. Eh bien, l'Iran, bien sûr, est soutenu par la Russie et la Chine, qui ne veulent pas de son désarmement et ne veulent pas non plus soutenir une désescalade du conflit. Comme vous vous en souvenez probablement, il y a une semaine, le service de renseignement intérieur allemand, le BFV, qui a classé le principal parti d'opposition d'Allemagne, qui est assez le deuxième en nombre, comme une organisation extrémiste. Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être, il y a environ une semaine. Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent, il y a environ une semaine, l'agence de renseignement allemande a reconnu le deuxième plus grand parti politique du pays, le parti AfD, comme une organisation extrémiste. Cela a effectivement donné au service de renseignement allemand une liberté totale de surveiller et d'observer tous ceux qui sont liés à ce parti. Il est important de noter que l'AfD contrôle un peu plus de 20% des sièges au Parlement allemand, et pourtant le parti lui-même n'est pas du tout une organisation extrémiste. En réalité, il s'agit de l'équivalent allemand du mouvement Make America Great Again du président Trump, dont les principaux points politiques sont la déportation des immigrés illégaux, l'arrêt de l'immigration en provenance des pays du tiers-monde et l'indépendance économique de base. C'est-à-dire que l'AfD est un parti de centre-droit. Faisons de l'Allemagne un pays de bon sens. Vous voyez, après que l'agence de renseignement allemande les a classés comme une organisation extrémiste, l'AfD a intenté un procès sans précédent affirmant que leurs droits démocratiques fondamentaux étaient violés. En outre, une pétition s'est répandue dans toute l'Allemagne exigeant que l'agence de renseignement allemande annule la classification de l'AfD comme organisation extrémiste. Et en quelques jours, elle a recueilli des milliers de signatures. Et sous toute cette pression, tant du point de vue juridique que de la part des citoyens dans toute l'Allemagne, hier après-midi, l'agence de renseignement allemande a effectivement annulé sa classification de l'AfD comme organisation extrémiste. Des dizaines de milliers d'Allemands sont descendus dans la rue et la junte au pouvoir, ainsi que l'impôt sur notre parti démocratique, ont été contraints de reculer. Les mouvements populistes l'emportent lorsqu'il défie la tyrannie de l'establishment. Et dans une large mesure, le triomphe du parti Alternative pour l'Allemagne, AfD, sur les services de renseignement allemands reflète la lutte du président Trump contre l'État profond à Washington. Les deux camps luttent pour préserver la liberté contre les élites qui veulent contrôler le peuple. Comme vous le savez tous, la seule façon de préserver les libertés démocratiques est de résister sans relâche à l'arbitraire autoritaire. Que s'est-il exactement passé en Allemagne avec le parti AfD? Le procès de l'AfD a forcé les services de renseignement allemands à reculer, tout comme la résistance de MAGA a révélé les sales tours de l'État profond américain. Dans le monde entier, les gens en ont assez qu'on leur dicte quelles opinions et convictions ils peuvent ou ne peuvent pas avoir. Et, ce qui est encore plus important, ils ne veulent plus entendre que l'amour de leur pays fait d'eux des extrémistes. On nous a tout de suite expliqué que si tu aimes ton pays, alors tu es un nationaliste, un chauviniste, voire un raciste. Bien sûr, probablement. Les seuls qui ne sont pas racistes, ce sont les Noirs qui détestent ouvertement les Blancs, oui, simplement parce qu'ils sont blancs, d'ailleurs. En fait, juste parce qu'ils sont blancs. Et les musulmans qui appellent à tuer des juifs, ça c'est permis. Tous les autres sont des racistes. Je pense vraiment que nous avons beaucoup de points communs avec l'Europe et Certes, les Européens m'agacent parfois et je suis en désaccord avec eux sur certains points. Mais nous devons nous rappeler que c'est le berceau de la civilisation occidentale. Toute l'idée de la civilisation chrétienne qui a conduit à la fondation des États-Unis d'Amérique a tout simplement été formée en Europe. Les liens culturels et religieux, cela perdurera au-delà des désaccords politiques. Mais je pense que l'Europe, et honnêtement, j'aurais dit la même chose de l'Amérique il y a un an. Mais l'Amérique, l'Europe, à mon avis, risque de participer à un suicide civilisationnel.
Beaucoup trop de pays ne peuvent pas ou ne veulent pas contrôler leurs frontières. Vous voyez comment ils commencent à y résister, et c'est bien. Ils limitent la liberté d'expression de leurs citoyens, même lorsque ceux-ci protestent contre l'invasion à travers la frontière. Qu'est-ce qui a conduit à l'élection de Trump et de plusieurs dirigeants européens? Je veux que l'Europe prospère. Je veux qu'il soit un allié important. Une partie de cela, c'est que l'Europe respecte son peuple, respecte sa souveraineté. L'Amérique ne peut pas faire ce travail pour eux. Si vous avez un pays comme l'Allemagne où des millions d'immigrants arrivent encore de pays culturellement incompatibles avec l'Allemagne, alors peu importe ce que je pense de l'Europe, l'Allemagne va simplement se détruire elle-même. J'espère que cela n'arrivera pas. J'aime l'Allemagne et lui souhaite la prospérité. En tant que juif, comme beaucoup d'autres, j'ai un problème avec l'Allemagne. Mais en y réfléchissant, j'ai le même problème avec la Pologne, l'Ukraine, la Lettonie, la Lituanie, la France et l'Angleterre. Et je ne vais pas continuer à énumérer, parce que la liste pourrait être si longue qu'il n'y aurait pas assez de temps. C'est pourquoi je veux que la crise, ce terme en médecine, après une crise, soit c'est la guérison, soit c'est la mort, je veux que la crise en Europe se termine par une guérison. Comment cela va se passer, je ne sais pas. Peut-être que la Make America Great Again d'Allemagne, de France, et d'Angleterre résoudra ce problème. Mais de toute façon, personne ne pourra résoudre ni ce problème, ni d'autres problèmes pour décider. D'ailleurs, j'aimerais aussi que les Ukrainiens comprennent cela, que personne d'autre qu'eux ne pourra résoudre leurs problèmes. Donc, nous les avons protégés, mais je parle maintenant de l'Europe, en leur permettant de gagner de l'argent sur nous. Nous les avons protégés en leur fournissant une protection militaire, et nous les avons gâtés. Comme des parents stupides qui protègent leurs enfants de toutes les difficultés de la vie. Et puis, quand un ouragan survient, un ouragan de la vie, les enfants n'ont pas appris à résister et à se battre. Parce que nous les avons protégés et, en voulant bien faire, nous les avons rendus incapables, pas résistants au froid, pas résistants aux tempêtes. Pratiquement toujours, des prédateurs arrivent et détruisent les civilisations gâtées. Alors, je souhaite à l'Europe de survivre à la crise et de revenir sur la voie sur la voie normale, celle qui les endurcit pour lutter dans la vie. Personne ne promet, c'est juste réalisé par